Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de commencer finalement ces présentations ici. Contrairement à ce qui venait d'être dit, je tire profit du fait que présenter en français était permis. Donc pour faire ma présentation en français, c'est une rare occasion dont je prends volontiers aujourd'hui, mes slides seront en anglais. Je vais brièvement vous donner un aperçu des activités que nous menons dans le cadre de la chaire Gaz naturel Petros Vebri, qui est une des chaires sponsorisées par Gaznat à l'EPFL et dont j'ai le plaisir d'assumer la responsabilité. Je vais vous parler des géoénergies dans le sens assez général, parce que je ne vais pas me limiter à la séquestration de CO2. Je vais vous montrer qu'il y a beaucoup de défis, donc ce n'est pas des choses qui sont simples à traiter, mais je vais vous montrer aussi qu'à travers la recherche, à travers l'innovation, on a aussi des solutions à un certain nombre de ces défis. Donc, j'aborderai tout d'abord ce sujet dans le cadre un peu plus particulier que celui de la transition énergétique en Suisse. Ça a été abordé par le président Petitpierre auparavant, donc là, ça serait peut-être avec un chiffrage un peu plus substantiel des choses, de quoi on parle, en particulier quand on va parler des émissions de CO2, et cela m'amènerait après à vous présenter les activités que nous menons sur la séquestration de CO2. Je parlerai aussi d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, sur lequel nous travaillons de façon assez importante, qui est celui de l'extraction des gaz de schiste. C'est un sujet important, et vous savez, même si ça n'a pas été encore abordé jusqu'à présent dans les présentations, il y a un très grand développement au niveau mondial, je ne vais pas revenir dessus tout à l'heure, mais sur lequel, quand même, des activités essayent aussi de répondre à un certain nombre de défis. Alors, quand on parle de la transition énergétique en Suisse, peut-être juste quelques chiffres, c'est mon interprétation un peu des choses. On sait quelle est la réalité aujourd'hui. Nous avons besoin à peu près de 250 TWh d'énergie, parmi lesquels 60 TWh sont pour l'électricité. Ça a été abordé déjà tout à l'heure que nous avons aujourd'hui, grosso modo, de l'hydraulique qui représente une très grande portion, autour de 40%, du nucléaire qui baisse un petit peu, on est autour de 35%, et d'autres sources d'énergie. Nous émettons aujourd'hui, en termes de CO2, 5 tonnes par personne par an. Beaucoup d'hypothèses et d'incertitudes règnent sur quelle sera la situation en 2050. Elle est présentée dans l'ensemble des documents, par exemple de la Confédération. On aura d'électricité, on aura besoin de l'électricité. On espère qu'avec l'efficience énergétique, cette quantité va diminuer. Ce n'est pas du tout assuré parce qu'on aura aussi une augmentation de la population. Ce qu'on sait, c'est qu'on va abandonner le nucléaire. On espère remplacer cela tout en gardant la même production d'hydraulique, parce qu'on n'arrive pas à faire plus, remplacer ça par de la géothermie. Je peux vous dire, aujourd'hui, on n'est pas capable de produire le moins de térawattheures d'électricité à partir de la géothermie, et j'en parle en bonne connaissance de cause, parce que je dirige la géoénergie et donc la production d'électricité par géothermie au niveau du Centre de compétences nationales en Suisse sur la question. On parle de solaire, on parle d'éolien, on ne parle pratiquement pas de gaz, mais je l'ai mis ici parce que, comme ça a été évoqué tout à l'heure, on doit aussi prendre en compte toutes les hypothèses possibles. Dans un environnement, on a beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'hypothèses. Une autre façon de représenter les mêmes choses, d'une façon un peu plus graduelle, c'est que pour atteindre les objectifs de 2050, où on aurait une proportion de renouvelables qui viendrait à s'accroître, on a toute une phase de transition dans laquelle il y a un certain nombre de mots-clés qui peuvent apparaître ici, et dans tout ce qu'on peut envisager ici, on voit qu'on devrait aussi faire avec des émissions de CO2 plus importantes pour lesquelles on souhaiterait trouver des solutions. Vous voyez déjà le mot-clé apparaître ici, que je préconiserai par la suite, qu'une de ces solutions, il me semble la plus sérieuse pour de grands volumes, serait de séquestrer les possibles émissions de CO2. Je reviens à ces questions de CO2, donc la situation actuelle, la situation future dans laquelle les objectifs de la Confédération, c'est de réduire ces émissions aujourd'hui qui sont de 5 tonnes par personne par an
à quelque chose qui avoisinerait 1 tonne par personne par an. L'ambition ici, elle est extrêmement importante. Et comme ça a été aussi évoqué tout à l'heure par le président Petitpierre, il y a une phase intermédiaire aujourd'hui qui est le 2030 dans lequel l'objectif est plutôt de 40% de réduction par rapport aux émissions que nous avions à l'époque des accords de Kyoto de 1990. La compensation se fait en 2 parties. Il y a une partie qui est plutôt une compensation domestique et une partie par des bons de pollution, que je les appelle, à l'étranger. Alors, si on veut réduire ces émissions de CO2, évidemment, de quoi on parle en quantité et quelles sont les potentialités qu'il y a derrière cette réduction. Aujourd'hui, nous émettons en Suisse quelque chose comme 50 millions de tonnes par an de CO2. Ces émissions elles viennent de ces différentes composantes de l'industrie. On a le secteur transport, le secteur énergie, l'agriculture, d'autres secteurs. Là où on peut avoir une concentration de CO2 qui permettrait qu'il y ait des captages de CO2, on la retrouve principalement dans l'industrie, dans la production industrielle et dans le secteur énergétique. Si on imagine qu'on serait capable de capter tout ce CO2-là, on arriverait à quelque chose de l'ordre de 12 millions de tonnes par an, ce qui représenterait quelque chose comme 1,3 tonnes par personne par an, donc qui permettrait déjà d'apporter une contribution à ce chiffre global de passer de 5 tonnes par personne par an à 1 tonne par personne par an. Donc, entre les émissions de CO2 qui viendraient de certaines productions énergétiques, que ce soit au niveau du gaz, que ce soit au niveau de la biomasse, donc ces composantes additionnelles, à ce qu'on pourrait capter des autres types d'industries qu'on ne pourrait pas s'en passer, comme une production de cimenterie, de papeterie et autres. Donc, nous avons affaire à de grandes quantités de CO2 qui se mesurerait en Suisse à quelques millions de tonnes par année. La solution qui est trouvée au niveau international et que je préconise avec un certain nombre de mes collègues pour la Suisse serait de faire une séquestration souterraine de CO2. L'idée, c'est qu'on puisse capturer ce CO2 de préférence dans les sources d'émissions, donc là où c'est le plus concentré, d'avoir des filières de transport qui sont pratiquement les mêmes que les filières de transport gazières, donc la compétence existe déjà, et de mettre ça sous terre à des profondeurs sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, de façon définitive et irréversible. C'est ce qu'on appelle le CCS comme technologie. L'idée, c'est d'envoyer ce CO2 dans une forme de gaz ou de liquide, peu importe, à des profondeurs qui dépasseraient les 800 mètres, parce qu'à ces profondeurs-là, ce fluide qui est le CO2 va changer de nature, il devient dans une nature qui s'appelle supercritique et il va réduire son volume de 500 fois. Donc on gagne déjà en quantité. Et donc l'idée, c'est de le mettre dans des réservoirs, ce qui sont des milieux rocheux poreux. On mettrait au-dessus, on trouverait des zones où au-dessus on a des matériaux qui sont imperméables, ce qu'on appelle des caprock, des sealing matériels, et ce CO2 va rester là-bas. Cette filière n'est pas tout à fait nouvelle et on aura tout à l'heure une présentation de Statoil qui va illustrer de façon très importante que cette filière, elle est à l'échelle industrielle extrêmement développée déjà. Plus de 200 millions de tonnes de CO2 ont été déjà séquestrées de par le monde. La Norvège est un pays pionnier dans cette technologie. À mon sens, c'est la seule technologie propre qui existe aujourd'hui, qui est capable de décarboniser un certain nombre d'industries qui nous sont absolument indispensables, que ce soit la chimie, le ciment, le métal et d'autres. Et encore, ici, on parle de millions de tonnes de CO2 de séquestrés, donc c'est une technologie à très grande échelle. Si on parle de réchauffement climatique, des accords de Paris de ne pas dépasser le réchauffement climatique de plus de 2 degrés, avec la filière de la séquestration de CO2, nous proposons des solutions où on amènerait cette diminution de l'augmentation de la température à quelque chose de l'ordre de 1,5 degrés Celsius. Donc c'est une contribution extrêmement importante à la santé climatique de la planète. Alors si on revient maintenant au niveau suisse, finalement la question qui se poserait, disposons-nous d'un endroit où on pourrait séquestrer ce CO2? Et la réponse est oui. Des études qui ont été menées montrent que toute cette zone verte que vous voyez ici nous offre de très grandes capacités de séquestration de CO2. On arriverait à
injecter quelque chose de l'ordre de 2,7 gigatonnes de CO2, ce qui représenterait 300 tonnes de CO2 par personne, ce qui correspond aux émissions actuelles de la Suisse à 60 ans de nos émissions. Alors bien sûr, ce potentiel-là, c'est un potentiel que j'appellerais théorique, parce qu'il faudrait pouvoir faire des études de faisabilité plus poussées, regarder la viabilité économique, il y a aussi une acceptation sociale à analyser, mais le message que je veux passer ici, c'est qu'on dispose du potentiel en Suisse pour le faire, et ce dont on a besoin maintenant, c'est développer de la recherche, l'innovation et surtout des sites pilotes. Alors en termes de sites pilotes, donc ça c'est la situation actuelle du développement de la filière en Suisse. Il y a des recherches fondamentales qui se font dans les grandes institutions académiques du pays. Nous avons un projet national actuellement qui se développe au laboratoire souterrain du Montéry dans le Jura, à Saint-Ursanne, où l'objectif, c'est d'arriver, avec le soutien de la Confédération et l'Office fédéral de l'énergie, l'objectif est d'arriver d'ici 2-3 ans à définir les bases qui nous permettraient d'avoir un premier projet de démonstration au niveau suisse. Le grand inconnu, c'est quand est-ce qu'on aurait finalement la volonté politique pour pouvoir faire ce genre de projet de démonstration, sur quelle durée on le ferait et à quel moment on aurait aussi la véritable volonté de passer à une séquestration au niveau industriel. Alors très rapidement maintenant en termes d'aspect scientifique, ce qu'on fait dans ma chaire concernant ces différentes questions, il y a d'énormes défis scientifiques. Dès il s'agit d'injecter un fluide sous terre, donc on a des problèmes de génération de fractures, de sismicité induite, d'effet de température. On injecte un fluide qui est plus froid que la température qui règne dans le sous-sol, de soulèvement de surface, de génération de pression de fluide, de stabilité, de ce qu'on appelle le cap-rock ici. Donc tous ces défis-là, nous essayons de les aborder, de les étudier à travers un certain nombre de sujets sur lesquels nous travaillons. Nous développons des outils de dimensionnement et de prédiction du comportement. Nous analysons, donc nous développons des instruments qui nous permettent d'analyser au laboratoire, dans des conditions réelles similaires aux conditions in situ, le comportement de ces matériaux et les différents scénarios. Nous prédisons les augmentations, les soulèvements de surface suite aux injections de CO2, les risques qui sont liés à la sismicité induite pour ce genre de problème. Alors nous abordons ça à travers des problèmes où on met d'énormes quantités de physique, donc on met des problèmes thermiques, hydrauliques, mécaniques, qui permettent de reproduire les conditions réelles de comportement des matériaux. Nous les analysons dans les laboratoires pour avoir les caractéristiques, les processus physiques et les paramètres pour le dimensionner. Nous avons développé toute une série d'équipements grâce au soutien de Petros Webri et de Gaznat pour finalement pouvoir mener ce genre de recherche, et nous arrivons avec des outils de prédiction qui nous permettent de dire pour un gisement donné à une profondeur donnée qu'on est en mesure, là vous avez des échelles kilométriques, des profondeurs aussi kilométriques, on est en mesure de prédire la diffusion de CO2, les changements de température, les soulèvements qu'on peut avoir en surface. Et comme nous ne disposons pas de sites propres pour ce genre de réalisation en Suisse, de sites pilotes, comme disposeraient les Allemands et d'autres pays, nous, on essaye de valider nos modèles en utilisant des données qui nous sont fournies par d'autres institutions, comme ici fournies par le NGI sur les soulèvements de surface à Insala en Algérie, suite à des injections de CO2, où on arrive à montrer que nos modèles peuvent finalement trouver des solutions pour qu'on évite ce genre de choses. On le fait aussi pour la sismicité induite. Ça, c'est le nombre d'événements sismiques qu'il y a eu sur une année, aussi le même site en Algérie, lors d'injection de CO2. Et nous développons des modèles dans lesquels, ça, nous le faisons avec le soutien de l'Office fédéral de l'énergie, où on arrive, à travers les injections de fluides, à trouver les changements de contraintes et à trouver les mouvements sismiques qui sont induits et la façon dont on peut les diminuer. Voilà. Dernière chose, on regarde aussi les ouvertures de failles à travers les injections de ce fluide CO2
dans les réservoirs. Donc, c'est des choses qu'on analyse aussi. Deuxième activité que j'aborderai plus rapidement, mais juste pour vous montrer que nous disposons d'une compétence qui nous permet aussi d'optimiser les analyses quand il s'agit d'extraire des gaz de schiste. La technologie des gaz de schiste est maintenant bien développée. Il s'agit d'avoir des puits verticaux, ensuite des puits horizontaux, à travers desquels donc, on va dans des milieux schisteux. Et dans ces milieux-là, on va faire de la fracturation hydraulique qui nous permet d'ouvrir le milieu pour en extraire le gaz. Donc, c'est toute la technologie, mais qui fonctionne. Actuellement, il y a plus de 10 000 forages en cours aux États-Unis, par exemple. Nous travaillons sur ces projets-là pour le compte de Chevron, avec lesquels nous développons des technologies et un savoir sur la propagation des fractures dans le milieu schisteux, donc dans ces schistes, pour qu'on arrive à avoir la meilleure ouverture possible du processus en injectant du fluide et de telle sorte que ce fluide-là ne pousse pas trop le gaz derrière. Nous dimensionnons ce qu'on appelle le propane. Le propane, c'est ces matériaux granulaires, ça peut être du sable, mais ça peut être un matériel artificiel qu'on va mettre là pour éviter la fermeture des fractures après leur ouverture. Donc nous dimensionnons ces propanes qu'on voyait ici. Par exemple, s'il est trop rigide, le schiste va se fermer dessus, donc la fracture va se fermer, donc la production sera mauvaise. Si le schiste est trop dur et que le propane n'est pas assez dur aussi, on peut avoir des fractures, donc des fissures de ce propane, et on va perdre aussi la qualité de la fracture. Et le dernier aspect que j'aimerais mentionner aussi, nous travaillons sur le fait que les quantités d'eau qui sont injectées au cours de ces processus, parce qu'on doit injecter l'eau ensuite, la retirer pour retirer le gaz, n'affectent pas le gaz en place. Et actuellement, il y a de grands défis, puisque sur les forages, on injecte à peu près 1000 mètres cubes par forage. Il n'y a que 20% de cette eau qui est aujourd'hui récupérée. L'autre grande partie de l'eau est perdue par une mauvaise connaissance du comportement de schiste qu'il y a derrière. Alors, dans ce cadre-là, donc nous aidons par exemple Chevron à améliorer la compréhension des processus, tout d'abord en leur montrant finalement les erreurs qu'il y a dans l'analyse qui est faite actuellement, parce que nous avons développé des technologies, des innovations avec des équipements spécifiques qui nous permettent de caractériser le matériau, qui permettent d'avoir, par exemple, une récupération de fluide qui peut atteindre les 40%. Voilà, donc pour conclure cette brève introduction ou cette brève présentation des activités de la chaire gaz naturel Petros Vebri, notre but, c'est vraiment de donner des solutions à toutes ces problématiques technologiques qui sont basées sur de la science et de l'innovation. J'essaie aussi de vous montrer que nous essayons de contribuer aussi au niveau national à toute la transition énergétique et à la problématique liée au défi du CO2, et dans tous les cas aussi les aspects liés à la fracturation hydraulique. Bien sûr, on les applique aussi à la géothermie profonde, mais on les applique aussi pour l'extraction de gaz de schiste, pour vous montrer que ce sont des choses que nous avons à maîtriser dans le cadre de nos activités. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Yeah. Hi, Nicolas Gees from Fluxys in Belgium. I hear that you are more focusing on storage, but as you mentioned it's only a temporary solution because you only have storage for 60 years. It's a lot, I agree, but why not promoting usage of CO2 instead of storage? Yeah, actually all solutions should be combined. Storage, first what I'm mentioning here corresponds to 60 years of Swiss production, which is already huge. Why I'm promoting the storage is because basically today, at the scale what we are talking about, millions of tons, this is the only solution that we have today. Realizing the CO2 in other options, we should do it. We should continue developing it. But today, to deal with those million tons of CO2, at my knowledge, we don't have other solutions rather than sequestrating it. And the other option, another reason for that is sequestrating it is something that we master very well. So it's something that we are capable of doing it because we are capable of extracting oil and gas, and this is exactly the same process in a reversible way, more or less, that we are doing when sequestrating it.
I also have a question. My name is Hans Wach from Gazprom Mittelland. I would like to ask you, what is the long-term stability of CO2 in the underground? Does it stay for 100 years there, or is it, does it go into some reaction or change of status? Yeah, so the major issues are at the first years of the injection process. So you are asking about the long term. So the long term is the most stable, the most safe conditions. So as soon as we have those overpressures that dissipate, the system is completely stable. And we are just putting again CO2 where it was initially. So things are completely stable, and at the very long term, we will have carbonization process so that CO2 will solidify and will be a part of the rock by itself. So the system is really very stable at the long term. Bonjour, Yann Fuleman du Centre de l'énergie. J'avais une question par rapport aux réductions d'émissions de CO2. Vous parliez de 50 mégatonnes de CO2 par année et d'un potentiel de capture de 12 mégatonnes qui ferait passer de 5 tonnes par habitant par année à 1,3. Et je ne comprends pas le ratio parce que actuellement, les 50 millions de tonnes correspondent aux 5 tonnes par personne par an. Si vous diminuez de 13 millions de tonnes... Ah oui, non, on a fait le ratio qu'on captait la moitié de ça. Donc si vous diminuez de 13 millions de tonnes, donc vous devriez avoir le double de ce que j'ai annoncé. Mais on a fait l'hypothèse qu'on n'arriverait à capturer que la moitié de ces concentrations dans ces 3 points que j'ai montrés. Et à ce moment-là, à 50%, ça vous retrouvez le 1,3. D'accord. Parce qu'autrement, c'est, voilà, vous multipliez par 2 et vous aurez le double si c'est le ratio direct.